Vox Discipulus sur Campus FM 94 MHz. Programme radiophonique hebdomadaire qui donne la voix aux étudiants et aux acteurs universitaires de Toulouse et sa région. En partenariat avec le Crous de Toulouse-Occitanie et l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Émission préparée et animée par Antoine Rioux. À la réalisation, François Berchenko. Chers auditeurs, auditrices, en vue de la préparation de l'émission d'aujourd'hui, je suis venu à repenser à plusieurs films hollywoodiens, plus ou moins fantasy sur les capacités de notre cerveau. De Memento à Limitless ou Lucy, la complexité du cerveau est fascinante. Biais cognitif, connectome. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans les méandres du cerveau avec l'association Brainbow. L'association Brainbow, c'est quoi ? C'est une association étudiante qui a pour objectif de divulguer des connaissances théoriques et pratiques en neurosciences et en éthologie, de manière ludique, à tout type de public, néophyte ou averti. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sarah et Julien. Sarah et Julien, bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je commencerai tout d'abord, non pas parler de l'association Brainbow, mais de vous. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vos parcours respectifs au-delà de l'association. Julien ou Sarah, qui veut commencer ? Je dirais honneur d'âme. Merci Julien. Du coup, moi je m'appelle Sarah Marchand et j'ai fait donc mes études post-bac entièrement à l'UT3. J'ai commencé par tenter la PACES comme beaucoup. Je me suis un peu obstinée. Et ensuite, je me suis dirigée vers une licence en biologie avec dans l'idée de travailler avec les animaux et de passer le concours d'entrée en école vétérinaire. Donc j'ai terminé ma licence et j'ai voulu me laisser une année de plus pour préparer le concours. Et dans l'attente, entre guillemets, je me suis dirigée vers un master pour pas perdre de temps dans mon cursus. Et j'avais bien aimé les cours de neurosciences, j'avais apprécié, je savais déjà que j'avais un intérêt pour ce sujet-là. Du coup, j'ai demandé mon master en neurosciences et pour ma première année de master, je suis rentrée directement dans l'association Brainbow qui venait juste d'être créée. Donc j'ai fait partie du premier bureau en tant que responsable des relations externes. Et suite à ça, j'ai terminé ma première année de master et j'avais plus du tout envie de partir en école vétérinaire parce que j'aimais beaucoup trop la recherche. J'avais vraiment apprécié mes expériences en stage, donc je suis restée dans ce master-là que j'ai terminé l'année dernière. Suite à quoi, j'ai trouvé un doctorat sur Toulouse toujours. J'avais prévu de partir à l'étranger comme je l'avais fait en master 2, mais j'ai trouvé vraiment un sujet qui me convenait parfaitement à Toulouse. Donc là, j'ai commencé mon doctorat il y a 2 mois maintenant au CERCO. Donc à Toulouse avec une équipe dans laquelle je me plais énormément. C'est quel sujet ? Alors, je travaille en fait sur l'intégration d'informations visuelles et vestibulaires chez le primate humain et non humain. Donc je travaille à la fois avec des macaques et plus tard avec des humains en IRM fonctionnel. Donc je regarde les activations cérébrales quand on propose des stimuli à la fois visuels et vestibulaires, donc au niveau de l'oreille interne, ce qui va changer le percept du mouvement de soi. Et je regarde globalement comment les 2 cerveaux intègrent toutes ces informations-là. C'est très précis. Oui. Et vous, Julien ? Et moi. Et déjà, je vais commencer en disant que je suis ravi que Sarah soit restée, parce que sans elle, on aurait tous été perdus dans cette association. Alors moi, j'ai un parcours un peu plus chaotique, un peu plus compliqué. Donc j'ai fait un bac scientifique, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et ensuite, la PACES, standard, les 2 premières années. Là aussi, très classique. Et donc j'ai fait mes premières années de licence et à ce moment-là, je suis parti moi à Bordeaux et on va dire que j'ai erré pendant 6 ou 7 ans à voyager, à découvrir des choses, etc. Et donc ça m'a permis de savoir un peu mieux ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que les études scientifiques, la biologie et la compréhension du cerveau en particulier étaient vraiment des choses qui me manquaient. Donc voilà, vous avez le droit de faire des pauses de quelques années pour revenir et c'est toujours une bonne expérience. Et donc ensuite, j'ai terminé ma licence au bout d'un certain temps quand même. Et je me suis dirigé vers un master de neurosciences, je pense un peu comme Sarah, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours voulu comprendre que ce soit les biais cognitifs ou même des choses plus simples au niveau du cerveau. Et parce que c'est quand même un peu ça qui, quand on est matérialiste en tout cas, qui est à la base de tous nos comportements.
Et donc, je suis passé par le master de neuropsychologie. Là, je suis en master 2, donc je vais terminer cette année si tout va bien. Et voilà, j'étudie l'AVC. On l'espère déjà que ça se passera bien. Du coup, de ce que j'ai compris, Julien, vous, c'est plus axé sur l'homme à part entière. Et vous, Sarah, c'est plus quand même sur l'animal. C'est ça. Côté éthologie. En fait, du coup, à PALSAB, pour le moment, ça va changer l'année prochaine, mais pour l'instant, on a 2 masters de neurosciences. Donc, on a le neurosciences comportement-cognition, celui que j'ai fait, qui est assez global sur tout ce qui est cognition humaine et animale. Mais on a vraiment tout l'aspect aussi comportement collectif chez les animaux. Alors que du coup, Julien en parlera mieux, mais le master neuropsychologie neurosciences cliniques est beaucoup plus axé sur l'humain et sur les pathologies qu'on peut retrouver chez l'humain, que ce soit en neuropsycho ou en neurosciences plus dures, on va dire. Et du coup, en fait, la spécialisation se fait déjà à ce niveau-là, quand on choisit notre master, et essentiellement par les stages. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le master, on peut faire des stages sur l'humain, sur l'animal, mais ça va être énormément orienté et par le master et par les stages. Donc moi, les stages que j'ai effectués, que ce soit en M1, en M2 ou avant quand j'étais en licence, ça a toujours été sur le modèle animal. D'accord. Alors que j'imagine, Julien, toi, t'es resté plutôt sur l'humain. En M1, je sais plus ce que tu avais fait comme stage, mais là, tu es sur l'humain aussi. Ouais. Et oui, je suis un grand amoureux des hommes. Et des femmes, bien sûr. On en profite juste après la Saint-Valentin. C'est ça, oui. Et donc oui, non, effectivement, le master neuropsychologie est beaucoup plus axé sur l'humain. Bien qu'il y a toujours des modèles animaux dans tous les cas, puisque généralement, quand on a besoin de faire de la recherche, avant d'aller directement sur attaquer les hommes, on passe, surtout pour un organe aussi fragile que le cerveau, c'est toujours les souris qui prennent d'abord, généralement. D'autres organismes mignons et après donc ouais. Donc dans le cadre de ce que je fais par exemple en ce moment, donc sur l'étude de l'AVC et des fibres blanches dans le cerveau, on a commencé par un modèle de souris auquel on donnait des AVC, donc voilà, ça c'est pas très gentil pour les souris, mais on essaye de les guérir ensuite, donc ça c'est plus gentil. Avec des implants cérébraux, voilà. Donc ça, c'est des applications à des sciences fondamentales. C'est pas uniquement de la théorie. C'est l'AVC. Après, ça vous aide pour les personnes. C'est très clinique, voilà. Ça, il y a déjà eu des implantations sur des patients pour essayer de leur faire recouvrer la parole ou soigner. Alors, je vais sortir un terme technique. Je suis désolé. C'est l'hémiparésie spastique, mais en gros, c'est une forme de paralysie partielle des membres. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très clinique, de très concret, qui concerne autant la médecine et la pratique clinique que la recherche. Donc c'est vraiment un but de soins pour les humains, ouais. Parce que les neurosciences, et l'éthologie, il me semble que c'est des sciences qui sont multiples, parce que par exemple dans la neuroscience, il y a on parle de cellulaire ou sciences de biais cognitifs. Peut-être pour les auditeurs qui ne comprennent pas de quoi on parle depuis le début, est-ce que vous pourriez m'expliquer simplement, justement, peut-être vulgariser un peu ce que c'est les neurosciences et d'une part et après d'autre part l'éthologie? En fait, effectivement, c'est quelque chose qui est assez large et qui se recoupe avec énormément d'autres domaines. C'est pour ça aussi qu'on a un gros axe de transdisciplinarité, notamment avec l'association. Parce que les neurosciences, c'est un domaine extrêmement vaste. En fait, on va y étudier tous les fonctionnements du cerveau et du système nerveux au sens plus large, donc pas uniquement le cerveau, tout ce qui en découle au niveau des afférences nerveuses, etc. Donc tous les chemins en fait qui vont y venir et en partir. Donc c'est assez large déjà au niveau de l'organisme et ça va être effectivement à plusieurs échelles. Donc ça va être de l'échelle cellulaire à l'échelle des comportements collectifs. Donc on va pouvoir étudier les cellules neuronales ou d'autres cellules en support aux neurones. On va pouvoir étudier des organes, comme quand on étudie le cerveau. Moi, je suis essentiellement sur le cerveau. On va pouvoir étudier des organismes entiers quand on va aller dans tout ce qui est projection nerveuse. On va pouvoir étudier des groupes d'individus. Par exemple, c'est là qu'on va avoir tendance à aller plus vers l'éthologie. Quand on va étudier les comportements, donc c'est une chose d'avoir, on va dire, la partie matérielle, matériau-biologique. C'est autre chose de voir comment ça se transcrit dans le réel, dans la façon qu'on a de vivre. Donc là, on va parler au niveau de la cognition, de tout ce qui est apprentissage, mémoire, etc. Donc comment on expérimente, comment on vit l'expérience de notre environnement. Et on aura l'aspect éthologique aussi sur les comportements collectifs, donc comment se comporte un groupe, que ce soit animal ou humain. Où là, on va aller un petit peu aussi vers les sciences sociales et parfois la psychologie. Donc c'est vrai que ça recouvre un champ énorme et on peut recouper bien sûr avec tout ce qui est intelligence artificielle, qui est un sujet très sexy en ce moment. On va recouper énormément avec tout ce qui est informatique, sciences du numérique, tout ça, même big data, etc. Donc c'est un champ assez énorme
Et c'est pour ça aussi qu'on a ces divisions déjà en master, mais qui finalement nous laissent quand même un champ d'action et de connaissances qui est très très large. Ça reste donc au carrefour de plusieurs disciplines. Vous travaillez avec d'autres. Julien, peut-être, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a pu dire Sarah ? Oui, je vais compléter. C'était parfaitement expliqué comme toujours ça. Là n'est pas la question, bien sûr. Oui, donc voilà, pour exemplifier le truc, on peut imaginer que deux personnes qui travaillent en neurosciences peuvent ne pas du tout se comprendre quand elles ont une conversation, parce que nos sujets sont parfois tellement différents. Comme par exemple l'année dernière, j'ai fait le codage. Enfin, j'ai étudié pendant mon stage le codage prédictif, et donc c'était surtout avec des ingénieurs, par exemple des informaticiens, etc. Et même si on arrive à l'expliquer et à faire passer le message d'une façon simple, dès qu'on rentre un tout petit peu dans le truc, même mes profs ne comprenaient pas ce que je faisais en fait. Voilà. Oui. Donc faut voir que c'est tout un univers, et c'est aussi pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que, comme elle l'a dit, ça recoupe la psychologie, les comportements, etc. Donc il y a vraiment des domaines qui sont séparés, quoi. Ça résulte de la complexité du cerveau, ça, vous pensez ? Pas seulement de la complexité du cerveau. Je pense qu'il y a de ça, parce que c'est vrai que les sujets sont extrêmement pointus. Après, je pense que c'est quelque chose de peut-être général à la recherche aussi, parce qu'en travaillant dans la recherche, on est quand même dans un domaine où on travaille sur des sujets qu'on ne connaît pas, justement. Enfin, c'est pour ça qu'il y a de la recherche. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir, surtout quand on est étudiant, enfin, je sais qu'il y en a qui l'ont à chaque fois, voilà, moi je l'ai eu aussi, mais cette espèce de syndrome de l'imposteur, quand on arrive en stage, je comprends rien à ce sujet. Oui, justement, c'est pour ça que t'es là, en fait. C'est pour comprendre ce qui se passe et c'est pour travailler dessus. Donc c'est vrai que je pense que d'une part, il y a ce côté neurosciences très vaste, sujet très pointu, etc. Et d'autre part, c'est de la recherche, donc oui, on connaît pas tout, c'est pour ça qu'on est là en fait. C'est très intéressant en tout cas, pour quelqu'un qui est vraiment n'y connaît rien, qui est néophyte. Alors on est là aussi pour parler de l'association Brainbow. Peut-être Sarah, je vous laisserai commencer parce que de ce que j'ai compris, vous étiez là dès le départ. Ouais, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ce projet a vu le jour, qu'est-ce qui a impulsé Brainbow ? Alors Brainbow, en fait, est parti d'une conversation entre trois potes à l'époque, donc qui étaient en Master 2 quand moi j'étais en Master 1. Donc c'était Benjamin Anison, Victor Gif et Raphaël Etongo, pour les nommer, parce que comme ça ils seront contents. Et en fait, ils discutaient de leur parcours étudiant et du fait que ils trouvaient ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de soutien entre étudiants des deux masters, parce qu'on se voit pas forcément très souvent entre les deux masters. Et aussi, ils auraient aimé pendant leur cursus avoir plus de retours sur comment se professionnaliser, quelle était l'intégration professionnelle après le master, quelles étaient les possibilités, parce que tout le monde ne veut pas partir en thèse, en doctorat après. Donc voilà, ils ont fait ce constat en fait de un peu de manque d'information et un peu de manque de cohésion, et ils se sont dit en fait, on peut faire quelque chose. On est peut-être qu'étudiants, mais bon, le corps enseignant, c'est vrai que la plupart des enseignants en neurosciences, en tout cas ceux qui dirigent les masters, en général, sont enseignants-chercheurs. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire, et ils se sont dit, allez, on va prendre ce rôle-là, on va essayer de monter un petit truc, on va monter une asso, et puis après de longues conversations dans un bar pour trouver ce magnifique jeu de mots pour donner un nom à l'association, ils ont décidé de fonder ensemble Brainbow. Donc ils ont recruté des membres de leur master et de la génération d'en dessous, dont je faisais partie, pour venir filer un coup de main sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc ça a commencé à s'organiser. Et c'est vrai que moi, à cette époque, comme je le disais, j'étais pas venue pour rester à la base en neurosciences. Moi, je voulais juste faire ma première année de master et partir en école veto. Et au final, j'ai décidé de rester. En fait, je me suis énormément prise au jeu. Ça m'a beaucoup plu d'avoir cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe, de soutien à travers, il faut le dire, le master, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Encore plus maintenant avec la situation sanitaire, mais c'est quand même quelque chose qui demande énormément d'énergie, et ça fait plaisir d'avoir ce soutien, d'avoir un sentiment d'appartenance à une équipe, et qu'on va tous se regrouper et faire ça tous ensemble. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pris goût à ça, j'ai pris goût à l'investissement, j'ai pris goût à la vulgarisation scientifique, j'ai commencé à présenter des talks. Et je me suis dit que c'était un très bon exercice, et je me suis rendu compte que je gagnais énormément de compétences sur plein de domaines auxquels je touchais pas forcément juste en étudiant, entre guillemets, en faisant le master. Et du coup, quand ils sont partis à la fin de leur M2 faire leur thèse, j'ai repris le flambeau, et donc ça fait donc là c'est ma deuxième année à la présidence de Brainbow maintenant.
Ça reste un projet du coup assez jeune quand même. Oui, c'est très jeune, donc c'est vrai que quand on discute avec certains regroupements d'assos, on voit bien, on essaye on est très entouré au niveau associatif par plein de structures associatives ou des associations partenaires sur lesquelles on prend un peu modèle parce qu'on est jeune, donc on essaye de voir un petit peu comment fonctionnent les autres. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'ambitions, on veut faire énormément de choses et c'est vrai qu'on est assez actif du coup. Mais on apprend au fur et à mesure et c'est un apprentissage constant. Ouais. On reparlera justement de ces projets. Juste avant, Julien, justement, comment vous avez entendu parler de l'association Brandbo? Eh ben moi, c'était Raphaël qui était venu dans nos classes. Donc à l'époque, j'étais encore en L3. Il faisait un peu de la prospective, donc il venait nous dire si vous avez envie de faire la neuro, les amis, on est là, on existe. Il y avait des flyers aussi qui étaient distribués et mais oui, ça a marché, Sarah, ça a marché ce que t'as fait, tu sais. Et donc voilà, il faisait le tour des classes, il nous expliquait un peu. Donc pour moi, c'était assez lointain, surtout que la sélection pour rentrer en master est très difficile. Donc je me disais oui, ce serait sympa de le faire, mais je sais pas du tout si je pourrais. Et puis finalement, je suis rentré dans le master de neuro et là, je me suis dit il n'y avait pas quelqu'un qui était venu me parler l'année dernière de ce truc. Et puis après, première réunion où il y a eu les passations de postes, j'ai appris à les rencontrer, à les aimer, bien sûr. Et je me suis rendu compte que effectivement, il y a un gros manque associatif en sciences, contrairement à la fac Jean Jaurès, par exemple, qui est beaucoup plus encadrée d'un point de vue associatif, il y a beaucoup plus de structures. Et à Paul Sabatier, il y en a très peu. Et en neuro, comme Sarah l'a dit, qui est quand même un master de neuro qui est quand même assez difficile et sélectif, c'était quand même, je pense, ça a une grosse valeur ajoutée, en gros, de pouvoir parler à des gens qui sont soit des années supérieures, soit inférieures, mais de créer un peu une cohésion, un esprit d'équipe, on va dire, pour pouvoir poursuivre dans les études en se sentant accompagné, puis aussi les événements sympas, puisqu'on fait pas que des conférences un peu rébarbatives sur des sujets compliqués, donc il y a aussi des trucs beaucoup plus sympas, des jeux, donc voilà. On va en reparler justement, mais avant je vous propose d'écouter une petite interlude musicale avec Where Is My Man de Pixies, repris par le pianiste Maxence Sierra. Aussi triste que ce son sonne à mes oreilles. On est dans un plateau avec une bonne ambiance. Vous êtes toujours sur Campus FM pour l'émission Vox Discipulus en compagnie de Sarah et Julien de l'association étudiante de neurosciences et éthologie Brandbo. On en a brièvement évoqué ensemble. Vous proposez différents événements au cours de l'année. Autour de quoi, ça s'articule? Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage?
Alors en fait, concernant les événements, on a plusieurs types d'événements déjà. On a des conférences donc, qui sont présentées par des chercheurs. On a aussi, donc c'est des conférences qui durent 1 heure et demie, donc c'est le format le plus gros en fait qu'on ait. Des fois on fait intervenir aussi plusieurs personnes, par exemple on a fait l'an dernier tout un volet orientation, donc c'était en plusieurs conférences, où là on faisait intervenir des chercheurs qui étaient responsables d'école doctorale pour expliquer aux gens ce qu'était l'école doctorale, comment se passait le doctorat, etc. Ensuite, on a fait intervenir aussi des doctorants pour qu'ils viennent parler de leur expérience. Donc, les conférences, quand c'est pas autour d'un sujet scientifique, ça peut prendre vraiment des formats différents. Après, on a le format, on va dire, basique scientifique, où là, c'est vraiment un chercheur qui, pendant 1 heure, expose ses travaux. Et évidemment, après, il y a un temps de discussion avec l'assistance. Et ensuite, on a le format talk qu'on a mis en place l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui est un format fait par et pour les étudiants. Donc c'est souvent l'occasion pour les étudiants de présenter un sujet qu'ils aiment bien et de s'entraîner du coup à cet exercice de présenter des travaux scientifiques, présenter un sujet. Parce que même si on a les oraux de stage et des entraînements oraux, c'est vrai qu'on en a pas mal quand même pendant le master, c'est le plus on s'entraîne, le mieux c'est de toute façon. Donc c'est un bon exercice et ça se fait vraiment sans pression du corps enseignant parce qu'on le fait vraiment entre étudiants. Donc c'est très sympa et puis ça permet de partager des sujets qui nous plaisent. Donc on a ce format-là. Et ensuite, on a tout l'aspect plus atelier, plus récréatif, où là, ça va être sur des événements scientifiques qui sont plus globaux. Donc, par exemple, on a la semaine d'animation à la fac où on est présent, ou par exemple, là, on avait présenté un petit quiz en mode trivial poursuite avec t'as une bonne réponse, t'as un bout de cerveau. C'était ça a l'air absolument sale comme ça, mais c'était du papier, tout va bien. Mais voilà, donc on a des petits quiz comme ça qu'on avait animés. Et puis, on développe du coup des ateliers à présenter sur des stands. Et ensuite, ça se fait souvent en collaboration avec d'autres associations. Quand il y a des événements comme le Forum des sciences cognitives, on prépare soit des animations, donc format quiz, comme on l'a fait l'an dernier, donc c'était un quiz en ligne. Ou alors, on avait fait l'an dernier un de mes projets préférés, l'escape game, qu'on avait fait en format en ligne aussi, donc qui pouvait se jouer à 2 joueurs, voilà, qui se connectaient ensemble, qui faisaient un escape game. Donc on essaye d'avoir vraiment une grande diversité de supports pour pouvoir toucher le plus de personnes et que ce soit le plus accessible. Justement, ça répond un peu à une question que j'avais prévu de vous poser après, parce qu'en faisant des recherches, j'ai vu que vous avez pu faire des conférences et débats, notamment sur Notre cerveau est-il programmé pour détruire la nature, ou Mémoire individuelle et collective. Comment vous choisissez ces thématiques? C'est du pur hasard ou c'est par exemple des choses sur lesquelles vous travaillez tout au long de l'année et vous vous dites, c'est le moment d'en parler à des gens qui ne connaissent pas? En fait, le processus est très variable. Parfois, on a un membre de l'association qui vient en disant je connais, tel chercheur travaille sur ça, ce serait cool d'en parler en conf. Après, on a une responsable conférence du coup qui elle chapeaute tout ça. Et en fait, donc la plupart du temps, c'est vraiment j'ai rencontré tel chercheur ou tel chercheur parle de ça, ce serait sympa qu'il fasse une conf, on va le contacter. Ou alors des fois, donc c'est là quand on part sur des formats plus gros en général, donc comme on avait fait l'an dernier sur l'orientation. Là cette année, on est en train de préparer un ensemble de conférences sur la santé mentale. Et donc là, on part vraiment du sujet. On était parti dans l'idée de cette année, on fait on va dire un groupe de conférences sur la santé mentale. Qui est-ce qu'on pourrait faire intervenir? Et donc là, on va chercher en général des partenaires. Là, du coup, ce sera avec l'association Nightline, le premier volet en tout cas de conférence. Et à ce moment-là, on cherche des gens pour intervenir. Donc on se dit, telle personne, faut qu'on trouve un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur la santé mentale. Donc ça peut être sur les corrélats neuronaux de la dépression, peu importe, qui peut venir comme ça se greffer sur le sujet. Donc ça dépend vraiment du sujet et de la construction, mais on reste assez libre là-dessus. Et de toute façon, tout est discuté au sein du bureau et tout est chapeauté par notre responsable des conférences. La santé mentale, alors ça me fait penser un peu à la sortie du confinement où beaucoup ont découvert ce que c'était vraiment la santé mentale, qu'on peut avoir des soucis quand on est en confinement. Ce confinement, cette période sanitaire, comment vous l'avez vécu en tant qu'association, en tant que membre aussi, en tant qu'étudiant? Alors là, c'est vraiment un sujet qui va être extrêmement variable en fonction des personnes. Donc il y a des gens qui l'ont très bien vécu. C'est clairement la minorité, mais
surtout quand on est dans une période de pression où on est censé réviser pour des examens, où on a des choses un peu difficiles à faire et qu'on se prend 8 heures de cours par jour en distanciel, qu'on doit réviser, et c'est d'autant plus, je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, c'est d'autant plus difficile de se concentrer quand on est chez soi, avec l'ordinateur à côté, la machine à café, ce genre de truc, l'onglet Netflix qui reste ouvert. Donc ça a rajouté une difficulté supplémentaire pour étudier déjà, et ensuite, pour reprendre, je pense que c'était effectivement un bon thème de parler de la santé mentale cette année, puisque non seulement il y a la difficulté d'étudier, mais il y a le fait d'être coupé socialement parlant des gens, et dans une période difficile où au contraire ce serait vraiment un plus, c'est assez compliqué de gérer ça. Et donc en tant qu'asso, ça a été un peu pareil, puisque du coup tous les événements qui étaient un peu festifs, qui étaient un peu rigolos, les soirées thématiques, se rassembler dans un bar pour jouer à un jeu, tout ça a disparu, et donc il nous restait que l'aspect purement conférentiel, un peu tout en distanciel, et c'est devenu comme une sorte de travail supplémentaire qui apportait pas assez de dopamine, donc qui nous sert à nous motiver. Voilà, on apprend des choses aussi. C'est l'aspect scientifique avec l'aspect personnel. Vous avez parlé de cohésion, Julien, au départ, et qui manquait de la cohésion. Ça, c'était propre vraiment au domaine des sciences, entre les étudiants de sciences ou... J'ai l'impression que c'est plus propre au domaine scientifique, effectivement, alors à Paul Sabatier en particulier, et même en biologie, puisque on est très très nombreux en biologie quand on arrive. Je crois que l'année dernière, ils étaient 800, quelque chose comme ça en L1, et on passe à 300 en L2 et à 180 en L3. Et où sont passés ces étudiants? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, la réalité, c'est que c'est un peu une sorte de broyage, quoi. Il y a des tris successifs, et donc c'est un côté qui est assez froid, effectivement, et les étudiants sont plutôt concentrés sur leur propre réussite. Donc se dire je vais me rajouter une responsabilité supplémentaire en participant à une association, à faire des projets qui sont pas notés, c'est pas quelque chose qui va de soi. Raison pour laquelle, à mon avis, il y avait pas d'assaut tout simplement à cet endroit-là. Et donc c'est vrai qu'en master on est un peu plus tranquillisé sur notre avenir, on est déjà dans une filière plus spécifique, donc c'est beaucoup plus simple de monter un truc. Donc là, notamment avec le tutorat, on essaye un peu on commence à se tourner un peu vers les gens de licence, essayer d'aider parce qu'on sait que c'est pas facile puisqu'on l'a fait, et que dans ce cadre-là, oui, effectivement, on peut dire qu'en science il y a un gros déficit d'assaut, mais il y a aussi de gros besoins. Donc les deux se recoupent finalement. Vous, on a pu vous aider justement quand vous étiez à leur place, ou juste c'est pour ça que vous voulez aujourd'hui les aider? Encore une fois, c'est très disparate. Voilà, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens, par exemple, des étudiants étrangers ou des choses comme ça qui n'ont pas du tout accès à des aides extérieures. Il y a des drives, il y a des conversations Facebook, par exemple, où on s'échange des informations. Et si on n'est pas dans tous ces milieux, si on n'a pas le pote d'un pote qui connaît le truc, l'endroit où tu dois aller, donc ça dépend vraiment de la personne et de sa capacité à se débrouiller. Et donc, il me semble que c'est important d'avoir quelque chose d'un peu plus centralisé, d'un peu plus facile d'accès, qui permette un peu plus de justice, d'équité. Ouais. Oh, c'est des bons mots, ouais, c'est bien dit. Justement, si on a des auditeurs qui sont issus du domaine des neurosciences, des jeunes étudiants qui souhaiteraient peut-être adhérer, ou du moins qui s'intéresseraient à Brainbow, qu'est-ce que vous aurez à leur dire peut-être? Eh bien, qu'ils peuvent nous joindre en fait très facilement sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et sur Instagram essentiellement, beaucoup plus que sur les autres réseaux. Et on est complètement ouvert à la discussion, on a tendance à répondre vite en plus, on est assez réactifs, on a une bonne équipe, en tout cas cette année on est très réactifs, donc c'est cool. Et même s'ils ont juste des questions, s'ils veulent juste discuter, nous rencontrer, on est très ouvert à ça. On organise aussi de temps en temps des soirées de rencontres ou des soirées de cohésion, on l'a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. On était une trentaine de personnes, il y a même d'autres assos qui sont venus nous rendre visite. Et qu'ils n'hésitent pas à nous écrire, on est toujours très contents de recevoir des messages, même si des fois faut sauter le pas de contacter des gens comme ça via une association, on ne sait pas qui est derrière, tout ça. C'est aussi pour ça que c'est important pour nous de se présenter, de discuter, d'humaniser un petit peu le logo. mais voilà, du coup c'est toujours avec grand plaisir, et on est très très ouvert aux échanges. Julien, peut-être un mot de fin? Alors si je répète tout ce qu'a dit Sarah, ça va pas le faire. Très bon choix de logo par ailleurs, je fais pas de l'autopromo du coup, c'est pas moi qui l'ai choisi.
Et oui, évidemment, on est toujours ravis de parler aux étudiants. On l'a fait pendant la semaine du campus et on se rend compte qu'il y a aussi une vraie curiosité, qu'il y a vraiment quelque chose d'assez particulier dans les neurosciences. C'est un côté un peu magique d'essayer de comprendre le comportement humain, etc. Et que même pour les gens qui n'ont pas forcément envie de faire ce master-là, ça reste assez intéressant, je pense. Donc contactez-nous, venez aux événements. Il y a des conférences ouvertes, grand public, sur la mémoire, sur plein de sujets qui nous concernent tous. Voilà. Avis donc aux futurs et nouveaux étudiants de neurosciences ou de curieux qui souhaitent en apprendre davantage sur le cerveau, centre de contrôle du corps humain, venez découvrir l'association Brainbo. Les liens seront dans la description. Merci à Julien et Sarah pour votre participation à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à François Berchenko à la réalisation de technique comme d'habitude. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission dans laquelle nous parlerons du dispositif Dylami en compagnie d'Isabelle Gate.